retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. Donc j'ouvre une vidéo dans laquelle j'essaye de lire 7 livres en 7 jours. Donc vidéo que vous avez déjà vu plein de fois sur la chaîne. C'est vraiment, en fait, j'adore faire ça, c'est le pied. J'ai envie encore de me faire genre 28 jours, 28 livres. Je pourrais, hein, franchement. Réussir, je ne sais pas, mais le faire, franchement, ça me plairait bien. Bref, mais je suis trop contente de vous prendre avec moi parce qu'il y a plein de choses que j'avais envie de découvrir. Alors spoiler alert, j'ai perdu l'intro de cette vidéo. J'avais filmé une intro, il y avait des unboxings, des bazars, des trucs. Je l'ai perdu, donc là je suis en train de vous filmer l'intro de la vidéo alors que j'ai déjà fini. Donc je sais déjà comment se passe cette vidéo si je réussis le challenge. Spoiler alert, j'ai bien lu 7 livres, mais ça n'a pas pris 7 jours. Donc j'ai un peu triché. Mais bon, voilà. Je pense que ça change rien pour vous au final. C'est pour moi, pour ma petite conscience. Voilà, donc le but de cette vidéo, c'est d'essayer de me faire plaisir en lisant 7 livres en 7 jours. Enfin franchement, j'adore déglinguer des petits livres, découvrir des auteurs. Et je peux vous dire que là, j'ai vraiment découvert des auteurs. J'ai fait des découvertes vraiment incroyables. Comme d'habitude, ce vlog sera découpé en plusieurs thématiques. Je vous mets en barre d'informations toujours le découpage de la vidéo. De toute façon, vous le voyez. Comme ça vous permet de savoir les sujets qui vous intéressent peut-être pas, les livres aussi qui ne vous intéressent peut-être pas et passer directement au suivant. Sachez dans cette vidéo que je vais donc parler de ces 7 lectures, que je vais parler aussi de quelques petits achats de livres et autres choses que j'ai pu acheter cette semaine. Je vais également vous parler de plantes, donc je vous invite directement à aller au passage plantes si c'est la chose qui vous intéresse, et justement si ça vous intéresse pas, de passer, ce sera bien indiqué. Et à la fin de la vidéo, je vais vous présenter une pile à lire de livres que j'ai prévu de lire pour la suite du mois de février. Et je vous parle aussi de séries, et je vous promets que je ne vais pas que râler sur des séries. Promis, parce que d'habitude je râle toujours sur des séries, ici ça va, franchement. Avant de lancer cette vidéo, je vais vous montrer quelques réceptions que j'ai eues dernièrement. Alors quand j'ai fait l'intro de la vidéo, je vous ai fait des unboxings, bien sûr je l'ai perdu. J'ai tout supprimé, je sais pas pourquoi. Donc dans l'intro de cette vidéo, j'ouvrais 2 colis. Le premier c'est un colis Calman Levy, dans lequel j'avais reçu Black Girl de Zakia Dalila Harris. C'est un livre qui me tente tellement. Dans les propositions de Calman Levy, il y avait pas mal de choses, hein. J'ai eu du mal à choisir, mais j'ai décidé de choisir des choses peut-être un peu moins connues et qui me tentaient vraiment beaucoup. Et ici, on nous dit « Et si votre voisine de bureau vous voulait du mal ?» Et donc c'est l'histoire de Nella qui travaille à New York dans une prestigieuse maison d'édition. Elle souffre du manque de diversité au travail et elle subit des micro-agressions liées notamment au racisme ordinaire. Et un jour, Hazel va être recrutée, donc une autre jeune femme va être recrutée. Et une femme qui revendique haut et fort sa culture afro-américaine. Et Nella est un peu fascinée par ce personnage. Elle pense que ça va être du coup une alliée au travail, mais pas du tout. Depuis que cette personne arrive, depuis que Hazel est arrivée, elle reçoit en fait des lettres de menaces. L'arrivée de cette Hazel est plutôt le début de son calvaire, donc on est sur un thriller qui est visiblement, qui questionne les inégalités dans le monde du travail, tout en faisant monter le suspense. J'ai très envie de découvrir ce livre. D'ailleurs, j'ai oublié de le mettre dans ma pile à lire de la fin de la vidéo, mais il est dedans, hein, clairement. J'ai vraiment très envie de le découvrir. Vraiment, et chez Calman Levy, il y a beaucoup de sorties qui m'intéressent. J'ai d'ailleurs reçu les propositions pour les mois de mars et d'avril, et j'ai oublié d'y répondre. Et donc, il y a plein... Je m'en mords les doigts parce qu'il y a plusieurs livres, notamment un Laurence Perrin par exemple qui va sortir, et donc je vais les acheter, hein, forcément, mais je me mords les doigts parce que j'ai oublié de répondre aux mails. Voilà. Et alors l'autre livre que j'ai reçu, c'est des éditions Casterman. C'est une espèce de gros pavé. C'est un gros pavé graphique avec des dessins totalement spéciaux, hein. On a vraiment... j'espère que j'ai pas plié. On a vraiment déjà des couleurs hyper... jolie, j'en ai pas beaucoup de jargon pour les couleurs. On a une histoire, alors on va suivre différents personnages qui travaillent pour un organisme interplanétaire de recherche médicale, et ils vont être attaqués, et donc ils sont dans un vaisseau visiblement, ils vont être attaqués par des éco-terroristes. Donc ça se passe, je pense, dans l'espace. Ça s'appelle Stigma, c'est de Quentin Rigaud, Odysseus
Sporal, Odyssée Sporal. Ça a l'air vraiment atypique, vraiment particulier. Je me souviens pas de l'avoir demandé celui-là, mais écoutez, voilà, ça va être peut-être une petite surprise. Alors je veux pas dire que ça va être une surprise pour cette semaine, parce que je sais déjà que je ne l'ai pas lu cette semaine, donc je vais pas vous mentir. Écoutez, c'est tout pour cette intro, hein, et je vais tout de suite vous laisser la suite. Ciao! Hello, je vous retrouve avec un décor ô combien charmant et les cheveux encore un petit peu mouillés de la douche. Je vous retrouve pour vous parler de l'avancée de mon challenge et j'ai aussi de petites choses à vous montrer. La première chose, première réception de choses que j'ai acheté, hein, c'est Les chiens et les loups d'Irène Nemirovsky. Alors j'ai découvert ce livre sur le podcast consacré à 3 autrices russes qui avaient sur le compte Les Courbes Graciles. Il y a un podcast sur les sœurs Brontë, sur Charlotte, il me semble, Brontë, qui était tout simplement passionnant, mais le podcast, vraiment la vidéo, parce que c'était sous forme de vidéo que j'ai préféré, c'était sur les autrices russes, et donc on parlait de Nina Berberova, de Irène Nemirovsky, et je ne sais plus la troisième, je ne sais plus, tiens, je ne sais plus, enfin bref. Et alors moi j'ai déjà lu du Nemirovsky, j'avais pas encore lu du Berberova, d'ailleurs je vous en parle juste après, mais de Nemirovsky j'avais pas ce livre là qui a été vivement conseillé. On disait que c'était vraiment un côté saga familiale, un côté passionnant, et s'il fallait lire un seul livre de Irène Nemirovsky c'était celui-là, Les chiens et les loups. Visiblement il s'inspire très très fort de la vie de Irène Nemirovsky. Ici c'est un livre qui est sorti en 1940 alors qu'elle est morte en 1942, donc c'est un de ses derniers romans. On nous dit que c'est vraiment pas étranger à son histoire personnelle. On va parler d'une grande histoire d'amour entre deux personnages, Ada, une artiste révoltée, et Harry, un riche banquier, que tout sépare visiblement, et enfin, franchement ça a l'air magnifique. Ils disent que c'est bouleversant sur l'enfance et l'innocence perdue, et franchement j'en avais jamais entendu parler et c'était tellement mais tellement bien présenté que j'ai craqué. Voilà. Un autre livre mouton, je vais les appeler comme ça, les livres influencés par telle ou telle personne. C'est un livre que Jérémy Fell a, je sais plus, il en a parlé sur son compte Facebook et il a dit que c'était génial, ou je sais plus trop ce qu'il a dit exactement, en quels termes il en a parlé. C'est un livre qui fait plus de 1000 pages. J'ai un peu hésité avant de me le procurer, mais en fait ça représente un peu tout ce que je recherche en ce moment, c'est-à-dire un roman ici qui est un roman allemand, traduit de l'allemand. Je pense que Nino Haratichvili est allemand, n'est pas forcément... Ah, je sais pas en fait de quelle nationalité il est. Ah, il est géorgien. Et donc ça a été écrit en allemand. Et en fait, La 8e vie, c'est le 3e roman de l'auteur. De l'autrice? Ok, c'est une dame en plus. Oh, génial. En fait c'est un livre qui se passe en Géorgie en 1917 et on va suivre en fait toute une saga familiale sur toute une famille. On va pas vraiment parler de 7 destins pris dans les tourments de l'histoire, c'est écrit là, la fille se casse par la tête. Voilà, j'ai été vraiment happée par ce résumé, par la manière dont Jérémy Fell en a parlé, et je vous avoue que ce sera pas forcément une lecture très prochaine, mais je suis très contente de l'avoir. En fait je l'ai vraiment pris en mode avant que j'oublie quoi. C'est vraiment, j'aurais très bien pu le mettre dans ma wishlist, hein, j'aurais très bien pu attendre.
Mais je me suis dit, oh non, ça j'ai vraiment envie de découvrir et c'est vraiment une littérature que je connais pas bien. Et ouais, je suis contente. Et maintenant, je vais vous parler de mes lectures. Alors, je suis hyper heureuse parce que j'ai fait ma première lecture, on est mardi, et donc lundi, j'ai lu mon premier roman. Alors, j'ai pas pris un roman très long et volontairement, j'ai pris quelque chose que j'avais très envie de lire. Alors, ce livre-là, L'accompagnatrice de Lina Berberova, c'est également dans le même podcast, dans la même vidéo que j'ai entendu parler de ce livre. Alors, moi, c'est un livre que j'avais depuis un long moment. J'ai regardé sur Livre Addict, je l'ai acheté en 2017 et je l'ai jamais lu pour plein de raisons, parce que j'ai plein de livres. Aussi parce que je le voyais jamais, parce qu'il est tout fin et il prend pas beaucoup de place. Et moi je l'avais acheté simplement parce que j'avais envie de découvrir la littérature russe à l'époque. Et je l'avais acheté aussi surtout parce qu'on parlait de l'accompagnatrice qui est donc une musicienne, une pianiste. Et ça m'intéressait beaucoup vu que c'est mon métier, pas d'accompagnateur mais d'être musicienne. Et du coup je m'étais dit qu'on allait certainement bien parler de musique. Et en fait, la personne qui a le podcast, qui fait le podcast Courbocratie, elle a tellement bien parlé de ce livre. Vraiment, les passages étaient illustrés par des passages du film de Claude Miller sur cette accompagnatrice. Elle était tellement bien illustrée avec des très très beaux extraits du livre que j'ai eu envie de le lire là tout de suite. Et donc c'est une lecture que j'ai faite dans le train, dans les transports, et que j'ai donc terminée hier. Donc il me semble que c'est une histoire qui se passe en 1919, si je ne me trompe pas, parce qu'à un moment on a une date dans le livre. Et donc il me semble que j'ai retenu 1919. On est, je pense qu'on est à Saint-Pétersbourg et elle va à un moment s'installer à Paris. Donc on va suivre l'histoire d'une jeune fille, Sonia Sionieszka, il me semble son petit diminutif, qui est une jeune pianiste qui vit, qui n'a pas beaucoup de moyens, qui vit avec sa maman. Elles sont vraiment très très pauvres et elle cherche un travail. Et un jour, grâce à une connaissance, on va lui proposer d'accompagner une grande chanteuse qui vit dans l'opulence, une femme assez riche, donc qui est déjà quand même assez connue en Russie, pas forcément internationalement, mais elle est quand même déjà bien connue. Et donc notre héroïne va être l'accompagnatrice de cette dame. Et toutes les deux donc vont faire des tournées, et donc elle va être très présente au sein du foyer de ces gens. Elle va même vivre chez eux en fait, hein. Elle va suivre les tournées et pour finir elle va faire des tournées dans le monde entier, puisqu'elle va à un moment s'installer à Paris. Donc on va suivre l'histoire de cette jeune femme sous son point de vue. C'était une lecture très déstabilisante pour moi, parce que j'ai été un peu perturbée par le style. En fait, au début, je me suis dit, tiens, c'est un peu maladroit. Et puis, il y a des moments où je me disais que c'était un peu naïf. Et j'arrivais pas à définir le style d'écriture. Parfois, je devais relire des phrases pour être sûre de savoir de qui on parlait. C'est pour ça que je disais que c'était maladroit. Mais bon, qui suis-je pour dire que l'écriture est maladroite, surtout d'une traduction qui est visiblement très connue de l'accompagnatrice. Mais j'étais pas à l'aise avec cette écriture, et j'ai compris le mot qui correspond vraiment à ce style de narration, à ce style d'écriture, c'est le mot implicite. On nous dit derrière que Nina Berberova est une virtuose de l'implicite, et c'est vraiment ça que j'ai ressenti en fait. Je trouve qu'il y a une économie de mots qui est faite dans ce livre, donc je crois que les mots sont très très bien choisis, il n'y a pas trop de descriptions, trop de détails, et justement il y a beaucoup de choses qui sont implicites donc dans ce qu'elle peut dire. L'héroïne, on comprend, même si elle ne dit pas tout, on comprend qu'en fait elle est très heureuse et en même temps elle est malheureuse. Dès qu'elle rencontre cette Maria, cette chanteuse, la première réaction, les premiers sentiments qu'elle va avoir, on comprend que elle est choquée en fait, elle est déstabilisée, elle est choquée, elle est même furieuse de savoir que dans un pays où des gens meurent de faim, sont dans des sales conditions, meurent oubliés par tout le monde, mangés par les rats, il y a d'autres gens qui vivent justement dans l'opulence, qui peuvent se permettre des voyages, des beaux habits, tout ça, et elle, ça la choque littéralement de rencontrer cette Maria, cette manière de se comporter. En même temps ça la subjugue, parce qu'elle est vraiment intriguée, elle est admiratrice de cette femme, et en même temps elle est écœurée par tant d'aisance, tant d'argent, tant de facilité de vie, et cette ambivalence, c'est pendant tout le roman, on le ressent, on sent que elle aime bien être là au final, elle aime bien travailler avec eux, mais
elle est quand même en colère, elle a envie d'une petite vengeance en fait, elle a envie de chercher une faille chez cette personne, elle a envie de lui trouver... elle a envie de briser sa vie en fait, elle a envie de la faire pleurer, il y a plein de moments où elle a envie d'être méchante avec elle et c'est très humain je trouve comme sentiment, c'était bien fait à ce niveau-là. Alors l'accompagnatrice c'est un mot qui représente la personne qui va accompagner les chanteurs, non seulement pour les concerts, donc l'accompagnateur va non seulement jouer avec le chanteur pour les concerts, mais c'est aussi quelqu'un qui répète et qui va faire les vocalises, qui va faire des accords pour travailler la justesse et toutes ces choses là. C'est pas seulement un accompagnateur en fait, hein. Ce mot est peut-être très joli mais en fait c'est pas juste quelqu'un qui accompagne quoi, c'est un rôle essentiel dans la musique et dans ce contexte-ci c'est sans l'accompagnateur cette chanteuse n'est rien, sans l'accompagnatrice elle n'est rien. Oui elle peut chanter toute seule mais je veux dire on a vraiment besoin de l'accompagnateur parce que elle apporte non seulement le soutien mais c'est aussi toute l'orchestration par exemple si elle veut jouer des œuvres orchestrales qui est réduite sur une partition de piano et donc l'accompagnatrice elle doit travailler toute une œuvre qui est parfois très très difficile et donc oui non le rôle de l'accompagnateur c'est pas seulement de jouer au concert en fait, hein, c'est beaucoup de préparation et le mot accompagnateur prend tout son sens dans cette histoire parce qu'elle va aussi accompagner sa vie, elle va vivre avec cette Maria et son mari, elle va être présente lors de plusieurs événements de leur vie. Alors c'est une lecture qui pour moi sera pourtant mitigée malgré ce que je vous ai dit, malgré les choses intéressantes qu'il y avait autour de la musique etc. parce que j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec ce style, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'adapter à cette écriture. C'est beaucoup dans la plainte et je sens qu'il faut que je lise encore autre chose de Nina Berberova pour m'habituer à ce style. Je suis pas encore habituée à ce côté implicite. Le fait que je doive moi-même travailler pour réfléchir à son émotion, à l'héroïne, je suis pas encore hyper convaincue par cette histoire. Je trouve qu'il me manque plein d'éléments, j'aurais voulu en savoir beaucoup plus sur plein de choses. Il y a une histoire un peu rocambolesque dans ce livre qui est passé tellement vite que j'ai pas eu vraiment le temps de me rendre compte de ce qui se passait vraiment et voilà, je suis très surprise, j'aurais très bien envie de voir le film de Claude Miller. Bon, c'est un film français, les personnages sont pas français, c'est personnages russes, mais pourquoi pas. Je vais encore un peu le digérer pour pouvoir vous en parler en point lecture. Alors je vais pas abandonner Nina Berberova, même si j'ai eu un petit peu du mal à m'habituer à son style, à l'adopter. Parce qu'il y a un autre livre qui avait été conseillé et je m'étais dit oh je vais me le prendre et en fait je me suis rendu compte que ça c'est vraiment la folie de la fille qui a trop de livres. C'est un livre que j'avais déjà. L'autre livre de Nina Berberova que j'ai envie de découvrir. Alors peut-être que je le découvrirai cette semaine et je vous en parlerai. Un livre très très court qui fait 88 pages. Une petite nouvelle en fait en soi. Je vais peut-être le découvrir cette semaine, comme ça je me fais vraiment un avis sur cette autrice. Mais c'est marrant, parce que je pensais pas que j'avais ce livre. Je me suis dit, oh je vais me le prendre et tout, je vais sûrement le trouver en seconde main. Mais meuf, tu l'as déjà en fait. Donc voilà pour l'accompagnatrice. Et alors j'ai terminé, alors ça compte pas, parce que c'est un peu de la triche. C'est un livre que j'ai lu... je vous en parle tout le temps, je voulais juste vous dire que je l'ai enfin terminé. C'est un livre, je devais lire encore une nouvelle et demie et je l'ai terminé aujourd'hui. Et en fait, je vais pas le compter dans mes 7 jours 7 livres parce que là il me restait une nouvelle et demie, donc il me restait juste la fin du livre, donc c'est un petit peu la triche. Mais je voulais quand même vous dire que je l'ai terminé et que c'est une très très bonne lecture. Les 2 dernières nouvelles sont assez surprenantes, enfin vraiment il a un don Edogawa Rampo pour faire des histoires aussi surprenantes que sordides. Je vais encore lire d'autres livres d'Edogawa Rampo parce que franchement j'ai été bien conquise et je vous en parlerai également dans un point lecture. Je me suis rendu compte que j'avais lu au mois de janvier, je vous en parlerai aussi dans un point lecture, la fille elle remet tout ce qu'elle dit. Je me suis rendu compte qu'au mois de janvier j'avais lu je crois 9 nationalités différentes sans le faire exprès. Je suis trop contente, je suis trop fière parce que c'était pas le but, hein. J'ai pas fait exprès, puis tout d'un coup je me dis mais enfin j'ai lu une autrice israélienne, autrichien, allemand, je me dis mais c'est fou. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser là, je vais lire d'autres choses et je vous reviendrai et je vais essayer de me refaire une santé. Voilà.
pas du tout une nouvelle vidéo, je vous retrouve dans ce petit plan. Nous sommes jeudi et je viens vous parler de certaines petites choses. Voilà, je me suis mise en mode pilou cosy avec mon gros bazar tout à fait difforme. Écoutez, je suis chez moi, j'en profite, voilà. Alors, j'ai un peu avancé dans mes lectures, mais je vais d'abord vous montrer les petites acquisitions, des choses qui sont arrivées dans ma bibliothèque et dans mon appartement, tout simplement. Alors, je vous parlerai un petit peu plus tard, genre demain, de plantes. Mais quand même, je voulais quand même déjà vous montrer un petit achat. Je suis allée chez Deal et Camille pour acheter 2-3 trucs et je me suis pris une plante. En fait, c'est quelque chose que je ne fais jamais. C'est quelque chose que je fais très rarement, d'acheter des plantes chez Deal et Camille, parce que je préfère vraiment les acheter dans les petits magasins spécialisés, etc. Mais là, celle-là, j'avais très envie depuis un moment de me la procurer. Et donc, je suis tombée dessus, et je l'ai prise. Voilà. Il s'agit de la Parthénocissus striata, qui est une sorte de vigne, en fait, d'appartement, même si en soi, c'est une vigne qui vient du Chili et du Brésil, il me semble. Enfin, je ne sais pas d'où elle vient, celle-là exactement, mais... Voilà, du Chili et du Brésil, et c'est donc une plante qui a besoin de beaucoup de luminosité, qui s'adapte très très bien au changement de température et qui, je pense, se plaira bien chez moi. Je lui ai pris un petit cache-pot aussi, même si j'aime pas trop le vert sur vert, c'est pas ce que je préfère. Je vais peut-être les changer, mettre un jaune ou un beige. Franchement, je trouve ces petites feuilles toutes jolies. Je pense que je vous montrerai des petits plants quand je l'aurai installé. C'est vraiment des super jolies feuilles. Alors, ce sont des plantes qui, dans la nature, grimpent naturellement, en fait, s'accrochent aux arbres, aux branches des arbres, aux troncs des arbres. Et donc, j'imagine qu'on peut très bien la mettre sur un tuteur pour que ces feuilles soient un peu plus grandes, ou la faire pendre et du coup, ces feuilles sont plus petites, logiquement. Voilà, donc ça, c'est pour la petite acquisition plante. Je cherchais des boîtes pour le thé. Alors les boîtes que je cherche vraiment sont difficiles à trouver. Je vous montre un petit peu. En fait, j'ai une collection de thé assez incroyable, hein, vous le savez. Je fais régulièrement du tri dans cette collection, mais voilà, j'ai quand même beaucoup de thé. J'en consomme énormément, hein. Je bois énormément de thé aussi, donc ça part quand même... Non, ça part pas vite, mais je veux dire, si j'avais que 2 thés à la maison, bah je devrais tout le temps en acheter, quoi. Là, c'est pas du tout le cas, comme je suis une grande consommatrice de thé, mais du coup, là, je conserve mes thés. Il y en a que je laisse dans leur sachet, et donc j'ai des bacs, des sortes de caisses dans lesquelles je mets les sachets. J'ai une caisse thé noir, une caisse thé vert, une caisse... Enfin bref, je m'arrange. Et alors, j'ai beaucoup de boîtes, notamment ce genre de boîtes empilables que je trouve génial, parce que ça me permet de mettre tous mes thés. Alors, avant, je mettais les petites étiquettes des maisons de thé, mais en fait... Voilà, j'ai décidé de mettre des petits autocollants pour des petits hérissons, des petits bazars, et donc je mets, souvent j'achète par 50 grammes, et ce sont des boîtes qui sont par 50 grammes, alors c'est des boîtes qui sont très difficiles à trouver. Alors celle-là, je l'ai achetée il y a des années chez une maison du monde. J'avais acheté 5 trucs comme ça parce qu'ils en vendaient, et je me suis dit, je sais pas s'ils vont en vendre longtemps, et en effet, ils en vendent plus là depuis un moment. Et donc c'est très dur à trouver, et ceux que je trouve sur le commerce, je les trouve vraiment très très laids, ces ensembles de 3 ou 4 boîtes. Et du coup je cherchais des boîtes un peu empilables, et chez Deal et Camille ils ont ces boîtes là. Alors ça m'embête un peu parce qu'elles sont énormes, c'est des boîtes de 100, qui vont mettre à mon avis 100 grammes de thé. Je mettrai donc, je viderai donc 3 sachets. Je pense que ça prend même plus de place que mes sachets en soi, hein, mais bon, disons que je peux les empiler l'une sur l'autre. C'est vrai que ça prend quand même pas mal de place, hein. Pour 3 thés, c'est quand même beaucoup. Donc là, je vais mettre vraiment mes thés préférés, genre le truc que je rachète tout le temps, style Milky Oolong ou ce genre de choses. Et avant de vous parler de la lecture que je viens de terminer, je vais vous montrer les 2 livres qui sont arrivés. J'ai encore craqué sur 2 livres, c'est une honte. Je suis tombée sur un livre complètement par hasard, enfin pas par hasard vu que j'étais dans une librairie, donc en soi c'était tout à fait normal de tomber sur un livre. J'étais intriguée par le titre Le Puits de Lu Wenfu. En fait c'est de la littérature chinoise. J'ai très peu de littérature chinoise, j'ai Chili, et j'ai vraiment pas grand chose dans ma pile à lire. Et en fait, on nous dit, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est que
j'ai été très intriguée par ce titre, Le Puits, et en fait ce qui m'a fort intriguée, c'est qu'on va parler notamment d'une femme qui n'arrive pas à se débarrasser d'affaires qu'il y a chez elle, et je me suis sentie un petit peu concernée. Et franchement ça m'a bien intriguée. Elle est confrontée au harcèlement de ses proches qui voudraient qu'elle fasse le vide dans une maison encombrée de vieilleries, mais chaque meuble, chaque vêtement a son histoire, et j'imagine qu'on va en découvrir plus sur toutes ces histoires. Ça m'attire bien. Et alors j'ai pris un livre qui a été fortement recommandé par Yael Enska dans une de ses vidéos. Elle a fait une vidéo sur ses lectures préférées de 2021 de la littérature asiatique. Et donc dans la littérature asiatique, elle a présenté notamment de la littérature coréenne avec Han Kang, celui qui revient. Et en fait on va parler, on est en 1980, on est en Corée du Sud. On va parler de la révolte de Gwangju, je sais pas comment on prononce, désolée. On va parler de 3 destins, de personnages autour de cette révolte. Et Han Kang, c'est celle qui a écrit La végétarienne, qui est dans ma pile à lire en fait. Je me rends compte que j'ai ce livre depuis perpète. Il faudrait que je le lise quand même parce que ça m'intéresse quand même pas mal. Voilà, ça fait pas mal de littérature asiatique là récemment. Et j'ai terminé un livre, alors je suis à fond en galère puisque nous sommes le 4e jour, nous sommes jeudi et je viens de finir ma 2e lecture. Alors comme d'habitude, même si je le dis pas, je le précise pas, c'est pas un concours, c'est pas une compétition, la lecture, et voilà, si j'ai pas eu le temps de lire, c'est que j'ai pas eu le temps et tant pis, peut-être que je me rattraperai ou peut-être pas, on s'en fiche un peu. Mais tout ça pour dire que je me mets pas de pression quoi, enfin ça reste un plaisir, si j'ai pas eu le temps de lire jusque là c'est pas grave. J'ai lu Sauf les fleurs de Nicolas Clément que j'avais acheté, je pense chez Pêle-Mêle il y a un moment. En fait non, il y a pas longtemps du tout. C'est un publié chez Libretto. En fait je trouve cette couverture somptueuse. Alors en tableau je trouverais ça horrible, mais en couverture de livre je trouve ça somptueux. Et donc ici on est sur un récit très très court qui fait 90 pages, qui va nous parler de la jeune Marthe qui vit à la ferme avec son père, sa mère et son petit frère. Et donc on parle du quotidien de cette jeune Marthe et on voit que le père n'y va pas de main morte, hein, il les bat tout simplement, il bat la mère principalement. On va parler de ce quotidien. Alors c'est une histoire, tout ce qu'il y a de plus classique avec des retournements de situation, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc c'est pas forcément l'histoire qui sera la plus intéressante, mais c'est plutôt la manière dont cette histoire est racontée et qui est fascinante en fait. On a une plume exceptionnellement poétique. Je trouve qu'il faut un certain temps pour digérer chaque phrase parce que si tu lis très vite, alors oui c'est beau mais ça peut être un peu lourd. Est-ce que ce que j'ai fait un peu comme expérience, c'est que j'ai lu assez vite et je me suis dit mais non, en fait il faut pas que je lise si vite pour savoir ce qui va se passer, il faut savoir comment c'est écrit. Et donc Valentine Gobi dans sa préface nous dit qu'en fait l'auteur offre un espace au lecteur dans le récit d'un autre. Vous l'habitez à condition de vous donner le temps, et c'est exactement ça, il faut vraiment que je prenne le temps de lire ça. Vous faites l'expérience d'une langue qui est à la fois temps et espace, et c'est ça aussi le choix des mots. C'est pas sujet, verbe, complément, ces compléments vont tout d'un coup être un adverbe, enfin vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas trop de règles dans son écriture et pourtant c'est très beau. On nous dit que Nicolas Clément est un explorateur, il fouille les possibilités de la polysémie et de l'homonymie et voilà, c'est très audacieux, c'est tout ce que nous dit Valentine Gobi. Et il faut que je vous lise en fait certaines phrases pour que vous voyez un peu ce que je veux dire. Par exemple, et c'est marrant parce qu'elle a relevé une phrase que moi j'ai moi-même relevée parce que je la trouvais très belle, c'est « Ce que j'aime dans un nom, c'est trouver un toi ». Donc, par exemple, c'est une phrase lue comme ça, je sais quoi cette phrase, mais quand tu y réfléchis en fait à cette phrase, tu trouves ça super beau. Je voudrais que maman soit belle sans attendre mes mains. Nous étions une famille de 2 enfants plus les parents. Je m'appelais Marthe, mon frère s'appelait Léonce, né un mensonge après moi. Nous habitions une ferme éloignée du village, dans une vallée de cèdres où l'hiver nous empêchait parfois d'aller à l'école. Maman nous réveillait à 7 h, préparait le petit déjeuner pendant que j'habillais mon frère, les escaliers sentaient le pain grillé, Léonce s'accrochait à la rampe pour ne pas tomber. J'aide maman à brosser les bêtes au village et il croit que nous travaillons tristement, que l'odeur nous punit ou que les sabots nous cabossent. Il se trompe, les bêtes nous sauvent. C'est vraiment un petit peu le thème de ce livre, c'est que
les humains sont un peu décevants, surtout particulièrement le père de Marthe, qui, enfin je vous l'ai dit, hein, c'est eux qui le faisaient, et donc à chaque fois ils retrouvent refuge, ces personnages trouvent refuge chez leurs bêtes, et c'est là qu'ils retrouvent leur l'affection, la chaleur d'un être vivant. Dans mon dictionnaire, je cherche la langue de papa, comment la déminer ou trouver la sonnette pour appeler. Mais la langue de papa n'existe qu'à la ferme, hélas. Il nous conjugue et nous accorde comme il veut. Il est notre langue étrangère, un mot, un point, puis retour à la ligne jusqu'à la prochaine claque. En fait, quand je relis ces phrases, je me rends compte à quel point ce texte est magnifique. Et en fait, quand j'ai commencé ma lecture, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je trouvais un petit peu... Je vous l'avoue, mon ressenti au début, quand j'ai commencé cette lecture, je me suis dit, mais quelle écriture prétentieuse. Je vous l'avoue, là, je vous le dis en toute honnêteté, je me suis dit, mais quelle est... Enfin, c'est pour faire genre. Je disais, ah, c'est pour faire genre. Et je pense que j'ai continué ma lecture par-ci par-là, 5 minutes par-là, 5 minutes par-là. Et puis à un certain moment de ma lecture, je me suis dit, mais... En fait, en prenant le temps de déguster ce livre, je me rends compte que c'est très beau et que chaque phrase est très parlante. Et que en le lisant, comme je vous l'ai dit, en le lisant très vite, je trouve qu'on fait une overdose. Et effectivement, il y a un côté qui peut paraître prétentieux, un côté « oh là là, je parle en poésie, bazar ». Mais en fait, tout est très très beau et je pense que je relirai volontiers ce livre, chose que je fais assez rarement dans mes lectures parce que je me rends compte que je suis peut-être passée à côté de la première partie de ce livre à cause de mes a priori. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors oui, c'est joli, mais pourquoi? Et en prenant le temps, je me rends compte que tout ce qu'il dit a beaucoup de sens, c'est très très beau. Je rentre à la ferme, je pédale de toutes mes forces, j'attache les mots de Florence sur une portée qui m'efface, je vole vers maman qui ne doit pas rester sans fleurs. Il y a une raison pour laquelle on parle de fleurs. C'est vraiment un vocabulaire, c'est vraiment un travail de coller des mots qui n'ont pas en soi, n'ont pas grand chose à faire l'un avec l'autre, mais là dans cette phrase ça prend tout son sens. Et plus je relis des phrases, plus j'aime ce livre. C'est assez fou, hein, c'est fou comme notre regard peut changer sur une lecture d'un instant à l'autre, et j'ai fini ce livre il y a 1 heure, hein, faut le dire. Et c'est vrai que c'est très très beau. Alors oui, l'histoire, comme je vous l'ai dit, n'est pas hyper originale, on peut assez facilement deviner ce qui va se passer. Il y a un truc qui m'a déstabilisée, je vais quand même vous le dire, c'est que à la fin de chaque petit chapitre, parce que ce livre est déguisé, ce livre est découpé en différents chapitres, on a notre ferme, et alors il parle, elle présente un peu sa vie de tous les jours à la ferme. Puis on a un chapitre qui nous présente, je pense, Florent, un personnage masculin qu'on va rencontrer. Et justement, j'ai été déstabilisée. À la fin de notre ferme, elle nous dit qu'elle a 12 ans. Et on arrive ensuite à Florent, et là elle nous parle de son amour pour Florent, et qu'elle va genre faire l'amour avec Florent, tout ça. Et moi je suis là, mais meuf, tu viens de dire que t'avais 12 ans, donc j'étais hyper déstabilisée, mais en fait non, on sait l'âge après. Et je voulais quand même vous rassurer, si comme moi vous faites l'expérience et vous vous dites, mais elle vient d'annoncer qu'elle a 12 ans, et puis elle rencontre un gars qui s'appelle Florent, et wouh! Et non, en fait, elle a pas 12 ans à ce moment-là. Bon, elle n'est pas non plus très vieille. Mais ça m'a quand même un petit peu rassurée. Donc à chaque fois, on a son âge à la fin du petit chapitre. Voilà, en fait, c'était une très belle découverte que je relirai volontiers. Je crois que je vais me lancer dans un policier japonais. Je pense qu'il est japonais. Et je vous reviens pour vous en parler.
reprends un petit peu plus tard pour vous parler de mes lectures. Je viens vous parler de 2 livres que j'ai terminés et de plusieurs livres que je suis en train de lire. Les 7 jours ont passé et je n'ai pas lu 7 livres. Je vous ferai un petit peu le bilan juste après. 1, 2, 3, 4. Oui, non, j'aurais pas lu 7 livres. Mais c'est pas grave, je viens vous parler un petit peu de ces lectures. J'ai lu La maison où je suis morte autrefois de Keigo Higashino. Je ne sais plus si je vous ai parlé du fait que je l'ai terminé depuis donc la dernière fois. Donc dans ce livre, on va suivre l'histoire de, il me semble, je ne sais plus si je vous l'ai déjà résumé, mais en bref, on va suivre l'histoire d'un jeune homme qui retrouve un ancien amour avec qui il était pendant ses années d'études et il se retrouve à une réunion des anciens élèves. Et visiblement, sa vie a bien évolué, elle est mariée, elle a un enfant. Et quelques jours après cette réunion d'anciens élèves, elle va le contacter. Elle va lui demander de venir avec elle pour découvrir une maison, puisque son père est mort il y a peu de temps et dans ses affaires, elle a retrouvé une clé avec une petite carte. Et visiblement, ce serait une maison dans laquelle son père allait souvent en cachette. Et donc, elle aimerait un peu découvrir des secrets sur son passé, surtout qu'elle a très peu de souvenirs d'enfance. Écoutez, moi, c'est un livre que j'ai trouvé vraiment passionnant. Je l'ai lu très très vite. J'ai vraiment dévoré cette lecture. J'ai eu beaucoup de mal à le lâcher. Je trouvais que c'était vraiment écrit d'une manière très fluide, vraiment hyper agréable. J'ai vraiment fort apprécié la manière dont c'était écrit. Franchement, ça aurait été une bonne lecture. Maintenant, toutes les révélations, toutes les choses qu'on découvre, oui, on a des révélations petit à petit, mais à chaque fois qu'on découvrait quelque chose, j'avais l'impression d'avoir une petite longueur d'avance sur les personnages. Du coup, c'était un petit peu frustrant de toujours anticiper en fait ce que le personnage découvre après. Moi, je trouve ça un petit peu un petit peu frustrant. Après, c'est pas très grave hein, de deviner tout. Je me suis fait à l'idée depuis ces derniers mois, ces dernières années que voilà, quand on lit un livre avec des révélations, bah, ça arrive qu'on devine les révélations parce que si tu te mets à trop réfléchir, tu finis toujours par les trouver au final. Je trouve que ce livre reprenait la même thématique qu'un livre que j'ai lu assez récemment. Du coup, mais je peux pas vous dire lequel, forcément. J'ai lu plein de livres récemment, donc voilà, ça peut être plein de choses, mais ça m'a fait penser à un autre livre que j'ai lu récemment, même si l'histoire n'a rien à voir, mais une des révélations, je me dis tiens, c'est marrant comme les livres se parlent. Écoutez, moi j'ai franchement bien aimé, à part le fait que j'ai anticipé beaucoup de choses. J'en lirai donc volontiers un autre de l'auteur. Parce que franchement c'était vraiment une chouette lecture. Je trouve le rythme était vraiment bien maîtrisé. Je trouve que c'était vraiment chouette, à part la petite longueur d'avance que j'avais sur les personnages. Franchement, j'ai passé un très très bon moment. Ensuite, j'ai découvert, donc ça c'était un auteur japonais. Ici, je me suis dirigée chez une autrice française. Il s'agit d'Antoinette Pesquet avec La boîte en os. Vous avez vu ce livre dans mon haul consacré à Momox, ma commande Momox. Alors, sur Livre Addict, il est classé en contemporain, mais c'est pas du tout un roman contemporain puisque c'est un roman qui a été publié en 1941 et qui a été écrit avant. C'est juste une histoire qui a circulé sous forme de manuscrit dans les milieux littéraires et artistiques parisiens, et c'est seulement en 1941 que le roman est publié, donc c'est pas du tout un contemporain. Donc je sais pas comment on fait pour changer sur Livre Addict, ça m'énerve. Dans mes statistiques il est marqué que c'est un contemporain, sauf que pas du tout. Voilà, donc en fait dans ce roman on va suivre l'histoire d'un homme, je crois qu'on est il faut pas que je confonde avec tous les autres livres que je suis en train de lire, qu'on est fin 19e siècle, quelque chose comme ça. Attendez, je vais essayer. Oui, on est en 1893, c'est bien ça. Ça se passe en Écosse, une partie de l'histoire se passe en Écosse, et c'est une autrice française qui a volontairement mis donc cette histoire en Écosse parce que c'est une histoire qui rappelle quand même pas mal les romans gothiques. Et les romans gothiques souvent se passent en Angleterre, en Écosse, enfin voilà, dans des demeures un peu sinistres, et c'est un petit peu ça qui se passe. Donc ici on a un héros masculin qui nous raconte l'histoire de quelqu'un d'autre. Donc c'est je pense un discours rapporté, je pense que c'est comme ça qu'on dit, parce qu'il raconte, il nous explique, il commence à nous raconter son histoire, et puis il nous raconte il re-rencontre un ancien camarade avec lequel il a étudié, et ce camarade lui raconte son histoire, et c'est l'histoire du camarade évidemment qui est importante. Donc l'histoire de cet homme, il nous raconte en fait son amour fou et son amour passionné pour une jeune femme qui s'appelait, il me semble, Margaret. Le petit bruit de fond que vous entendez, c'est mon compagnon qui travaille sa percussion. C'est un peu compliqué de trouver des moments en ce moment, cette semaine, de trouver des moments où il y a un silence intégral dans cet appartement, donc limite c'est pas très grave, il y a des petits rythmes tchiki tchiki
artistique, c'est pas très grave. Voilà, donc on va raconter l'histoire de cet amour fou entre cet homme et cette femme, et c'est très très perturbant comme histoire d'amour, vraiment, enfin c'est vraiment, on peut appeler ça une histoire d'amour. Il est fou amoureux de cette femme, et en fait sa relation avec cette femme ne lui suffit pas, il veut toujours plus, il veut être toujours plus proche d'elle. Et je vous en dis pas plus parce qu'au final il se passe pas tellement de choses dans ce livre et j'ai pas forcément envie de vous spoiler. Alors c'est un livre qui m'a un peu déstabilisée au début, j'ai eu du mal à rentrer dedans, surtout qu'une des premières phrases, le début en fait j'aimais bien le style. J'ai bien accroché au style tout de suite, même si c'est vrai que le premier chapitre, les premières phrases qu'on découvre en fait, c'est que notre héros aime bien essayer d'imaginer quand il est dans un café. Ici il est dans un café visiblement, et il essaye d'imaginer la nationalité des gens qui sont dans le café, et il a des remarques un peu... je trouve un peu extrême quand même. Et au début, il se dit que la personne peut être anglaise parce que qui mieux que les anglais savent s'asseoir confortablement, et puis un français parce qu'il a l'air coincé en gros, hein. C'est un peu ça que je lis. Les Allemands, ils sont gênés par leur corpulence, enfin c'est un petit peu des clichés sur les nationalités. Je me suis dit ok. Voilà, bon, d'accord. Et puis on découvre donc notre héros, et on parle donc du héros qui en fait ce sera pas son histoire à lui. Et au début j'étais un peu perturbée, je comprenais pas trop où on allait aller. C'est que quand notre héros rencontre John McCorgick, voilà, et qu'il commence à lui raconter son histoire, que là j'étais vraiment embarquée dedans, et vraiment c'était intéressant. Franchement j'ai adoré cette lecture, hein, même si au début j'étais un peu perturbée par déjà ces premières descriptions. Bah oui, ça doit être des Allemands parce qu'ils sont gros, voilà, c'est quoi ça. Mais franchement à partir de l'histoire de John, quand il raconte sa propre histoire, je trouve ça passionnant. Cette histoire d'amour, cette folie, hein, parce qu'on on rentre vraiment dans la folie d'un homme. On le voit très très vite, hein, qu'il est la folie d'un homme. J'aime beaucoup la fin, j'ai beaucoup aimé la fin, j'ai beaucoup aimé toutes les raisons qui font que ça s'appelle La boîte en os. Ça rappelle effectivement tout ce qui est roman gothique. C'est vraiment chouette. Ça aurait pu, je trouve, être encore plus long parce que cette ambiance un petit peu effrayante, je trouve qu'elle est très bien faite, et ça aurait pu être encore plus, prendre beaucoup plus de temps, parce qu'ici ça va quand même assez vite. On est à la page 200, il y a moins de 200 pages. Moi c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, malgré le début un peu difficile, mais vraiment j'ai beaucoup aimé. Je suis en train de lire mon 5e livre, et je suis en train de le terminer. Bon, ce sera pas dans les 7 jours cette livre, mais c'est pas très grave, ça change pas grand chose pour vous. Je suis en train de lire et de terminer Chienne de Marie-Pierre Lafontaine. Alors c'est une histoire absolument horrible que je suis en train de lire. Je l'ai acheté récemment en neuf, et j'avais été attirée par cette histoire absolument sordide. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté, je l'ai commencé, mais enfin si, je sais, parce que l'histoire est sordide, mais je pensais pas que ce serait sordide à ce point-là. Si j'avais su, je pense que j'aurais évité, ou pas, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura un message à la fin, mais là on est tellement dans quelque chose de tellement immonde et tellement noir que je me demande où, quoi, quand, comment en fait, et pourquoi surtout. Je me demande surtout pourquoi est-ce qu'on nous raconte tout ça, parce que ça n'a pas l'air d'être une histoire vraie, puisqu'on nous dit que Marie-Pierre Lafontaine écrit ici son premier roman. Et donc on va suivre l'histoire d'un père qui maltraite ses enfants de toutes les manières possibles et imaginables. Lui, la seule chose, sa seule limite en fait, c'est de ne jamais violer, avec des grands guillemets, ses filles, de ne jamais le faire, voilà, parce que lui il ne rêve que de ça, et c'est ignoble, hein, c'est immonde cette histoire. La maltraitance sous toutes ses formes, la mère qui participe, c'est horrible comme histoire, c'est raconté en jeu, c'est plutôt bien écrit, voilà, c'est bien fait, dans la limite on peut écrire joliment des histoires aussi horribles. On va suivre donc l'histoire de cette jeune femme, enfin de cet enfant, et avec sa sœur aussi, donc elles vivent ensemble sous le toit de cette espèce de monstre. Et pour le moment on est toujours dans le récit de ce qui s'est passé. On sait qu'elle va mieux visiblement puisqu'elle a écrit cette histoire. De toute façon je vous en parlerai un petit peu plus tard, soit aujourd'hui soit demain, pour clôturer aussi le vlog. Je vous avais dit que j'allais un petit peu parler de plantes dans ce vlog, et aujourd'hui je vais un petit peu m'occuper de certaines plantes, donc je vais un peu vous montrer. Comme vous voyez, ma bibliothèque a un peu changé. Enfin, évidemment le gros plan n'est pas sur ma bibliothèque, mais ça m'a démangé en fait. Je voulais vraiment changer ma déco de bibliothèque.
J'en avais marre de Noël et j'ai pas pris ma caméra, je l'ai fait comme ça dimanche. J'ai vidé la bibliothèque, j'ai tout remis. Voilà, j'ai tout changé, j'ai enlevé tous les trucs de Noël, j'ai laissé quelques trucs d'hiver, mais j'ai mis un petit peu déjà pré-printemps. Et c'est la première fois que ça m'arrive parce que je suis vraiment en mode Noël, moi, jusqu'au mois de mars en général. Et là, vraiment, j'en pouvais plus de ces petites cannes à sucre, de ces petits trucs de déco de Noël. Et du coup, j'ai tout changé, donc j'ai pris une journée pour vider cette bibliothèque. Et donc, vous allez voir quand je vous montrerai un petit peu les plantes que la déco de la bibliothèque a un peu changé. Donc, je vais m'occuper de certaines plantes aujourd'hui. Je vais un tout petit peu vous en parler. Alors, je vais pas vous montrer toutes mes plantes, hein. C'est pas un plan de tour. J'ai tellement de plantes que ça risquerait de durer 1h30. Mais voilà, si les plantes ne vous intéressent pas, je vous conseille de passer à la suite de cette vidéo. Il y aura un petit un minuteur là où vous pourrez suivre. Je suis assez contente parce que sur ma bibliothèque, vous savez, j'avais fait des boutures il y a quelques mois, bon, il y a un long moment, et j'avais décidé de mettre des boutures de mes plantes et de les faire cascader sur ma bibliothèque, et je suis super contente parce que ça commence bien à pousser, parce que c'est vrai que cette bibliothèque, elle est quand même très très loin de la lumière. Et à part les lumières horticoles qui s'allument 3 heures par jour, et encore, ça arrive souvent que j'oublie de mettre le minuteur et donc que ça ne s'allume pas, du coup il fait vraiment très sombre là. On est vraiment à 3 mètres de la fenêtre, donc c'est vraiment pas de la lumière pour toutes les plantes quoi. Et donc je crois que c'est la lumière horticole qui fait que ça a poussé quand même pas mal, ces petites boutures. Et donc je suis contente parce que j'ai vraiment envie que ça cascade, et c'est vraiment chouette. Donc j'ai celle-là, bon, j'ai mis vraiment des boutures de mes potos, hein, ici, voilà, la base, hein, mais voilà, j'avais envie de vous montrer parce que je suis trop contente. Donc là vous voyez la partie de la bibliothèque qui a vraiment changé, avec ici un philo que j'aime beaucoup, qu'on voit pas très bien, mais en fait il pousse plutôt pas mal. Et ici on a mon philo Brésil qui va moyennement, il a eu une attaque de trips, donc j'ai dû un petit peu le traiter. Concernant les plantes ici, vous avez la serre dont je vous avais parlé il y a un moment. Écoutez, il y a des plantes pour lesquelles ça va et des plantes pour lesquelles ça va un petit peu moins. Je pense que le focus n'est pas top ici. Celles pour lesquelles ça va bof, c'est celle-là. C'est mon fameux... Moi, je vous ferai des gros plans. Hein. Oui, c'est mon fameux Calathea. En fait, je l'ai mis sous un système de petites pierres, petites billes d'argile. Donc les billes d'argile spéciales pour faire pousser les plantes. Et en fait, il faut tout le temps les arroser. En fait, il faut les arroser beaucoup plus que les autres. Et c'est pour ça que elles ont un peu soif là, je pense. Ici, on a celui qui va le mieux, c'est mon philodendron. Oh là là, ça fait tellement longtemps que j'ai plus parlé de plantes que je perds un peu les noms de mes plantes. Mon philodendron Pink Princess, voilà, qui est un petit peu la princesse, hein, la star de ma collection. Et depuis qu'elle est là-dedans, elle est vraiment heureuse, elle est souvent... Bon, je pense que c'est vraiment ça qui la rend heureuse. Ici, on a un syngonium, et j'ai l'impression que les syngoniums sont vraiment plus heureux dans des petites serres. Je pense que c'est vraiment l'humidité ambiante qui fait qu'il est assez heureux. On a mon orchidée vanille qui va vachement bien. Enfin, franchement, elle me fait des pousses assez folles, et je crois que c'est parce qu'elle est en serre et elle est pas trop loin du radiateur aussi. Donc, bon, il y a l'humidité ambiante plus une espèce de chaleur ambiante, et franchement, c'est chouette. Écoutez, je vais pas m'attarder sur toutes les plantes, mais je voulais un peu vous montrer comment ça se passe dans la serre. Ça se passe plutôt bien à condition que j'arrose ces plantes. Voilà. Sinon, bah ici, elle va vraiment bien, cette plante-là, c'est vraiment chouette. Elle me pousse, elle me fait des grappes. Elle va super bien, il faut juste pas que j'oublie de lui donner des douches, parce qu'elle aime beaucoup les douches. Et là, je vais remettre à leur place deux plantes. Il y a mon aglaonema qui, écoutez, qui va plutôt bien. Bon, là, il est très penché parce que je ne l'ai pas arrosé pendant un moment. Et il est penché vers la lumière, évidemment. Et donc, forcément, ça fait... Mais je le trouve très beau, cet aglaonema. Je l'ai acheté en bébé plante sur Online Baby Plant. Et franchement, il a bien poussé. Je viens de m'occuper aussi de celle-là. Je lui ai enlevé ses petites feuilles. C'est une orchidée bijou. J'ai un petit peu du mal avec cette orchidée. Je pense que je devrais la mettre en serre, en fait.
Mais le problème c'est que dans la serre on la voit pas et donc voilà, là je viens de l'arroser, je crois qu'elle a besoin aussi de sa dose d'humidité. Elle est pas... Enfin ça va hein, mais je crois qu'il faudrait que je le trouve à un endroit peut-être un peu plus lumineux. C'est vraiment une belle plante hein, mais je trouve pas qu'elle est... Ici il y a une feuille par exemple qui est pas très heureuse. Voilà, je pense que ça a dû à un oubli d'arrosage mais c'est peut-être aussi une question d'humidité. Et chose qui me remplit de joie, c'est cette plante là. Franchement je suis super contente parce qu'elle a subi quand même plusieurs attaques de trips au fur et à mesure du temps. Et en fait ce Philodendron verrucosum me fait une nouvelle feuille ici. Donc là il y a une nouvelle pousse, j'essaie de pas trop tripoter parce que franchement cette plante je l'adore. Enfin franchement elle est vraiment très gracieuse et très graphique et avec ce côté velours. Alors j'aime bien de temps en temps la dépoussiérer parce que ça vient, ça vient l'aider à faire sa photosynthèse. Si elle a plein de poussière c'est un peu compliqué pour elle de pousser. Mais malgré ces petites attaques, quelques petites taches à gauche à droite à cause des petites attaques, elle a quand même survécu et franchement je suis super contente. J'ai l'impression qu'elle est sauvée, mais bon les plantes ne sont jamais sauvées hein, voilà. Peut-être juste encore vous montrer celle-ci qui est une plante que j'ai achetée, je pense que je vous l'ai montré dans un vlog près de Noël là. Je crois qu'en fait c'est une plante qui pousse très lentement. Ça je sais qu'elle pousse très lentement, même avec les lumières horticoles. Voilà, c'est très très lent et je pense que ce sera... ma souffrance c'est de ne voir qu'elle ne pousse pas. Je crois qu'ici, elle n'a pas de parasites, mais je crois que la lumière horticole est un peu proche. Il y a un moment où j'ai bougé ma lumière et donc il y a un rayon qui était vraiment très proche et je crois qu'elle n'a pas apprécié. Je pense que c'est ça qui fait qu'elle a un bout un peu sécou là. Voilà, je pense que c'est ça. Elle a été un peu brûlée par une trop grande lumière, super proche. Voilà, parce que sinon je pense qu'il va bien. Sa texture est correcte pour une plante. Enfin, je veux dire, elle est pas molle, donc elle est plutôt en bonne santé, elle a pas soif. Je pense qu'elle va bien, c'est juste que elle a eu trop de lumière d'un coup et trop proche, la lumière était trop proche, voilà. Mais je vous avoue que je suis contente de cette petite plante parce que franchement j'en rêvais et je vous ai dit, hein, j'ai acheté ça au mois de décembre et c'était un petit peu un craquage de trop peut-être, mais j'en suis tellement heureuse que non, je suis contente. Et c'est vrai que j'ai acheté cette petite vigne. Voilà, Cissus, je sais plus quoi là, planta quelque chose. Je vais la mettre, peut-être lui mettre un petit tuteur pour la faire un petit peu monter. Je sais pas si elle est au bon endroit. Je pense que c'est vraiment une plante qui serait plus heureuse près d'une fenêtre. Mes fenêtres sont orientées de manière à ce que je puisse mettre des plantes sur la fenêtre sans qu'elles brûlent. Donc peut-être que peut-être que je la mettrai plutôt là. Je sais pas encore parce que j'aimerais la faire monter pour que ses feuilles soient un peu plus grandes et une autre partie cascadée, je ne sais pas encore. En tout cas j'en suis vraiment très contente, je trouve ça vraiment très joli ces petites feuilles. Donc voilà. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer ce vlog doucement et sûrement. Donc je m'installe confortablement, je vous invite à faire de même. J'ai pas mal de choses à vous raconter, j'ai lu 3 livres donc je viens également vous en parler. Je vais vous parler aussi de séries et je ne vais pas faire que râler pour une fois concernant les séries. Et je vais vous présenter aussi une petite pile à lire parce que ça fait longtemps que je vous en ai plus fait et je vais aller vite hein, parce que je pense que ce vlog est quand même déjà assez long.
Alors, je vais commencer avec mes lectures terminées. J'ai terminé le livre qui s'appelle Chienne de Marie-Pierre Lafontaine. Il s'agit d'une autrice québécoise qui vient nous livrer ici un récit d'autofiction. Alors, je précise vraiment que c'est de l'autofiction parce que moi j'ai été un peu déstabilisée parce que je ne savais pas qu'on parlait d'autofiction. On nous dit derrière, je crois que je vous en ai déjà un petit peu parlé, on nous dit derrière que c'est un premier roman, et pour moi je trouve qu'il faudrait pour le coup préciser que c'est quand même de l'autofiction et pas juste un roman totalement inventé, vous voyez ce que je veux dire. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo que j'avais pas envie de savoir ce qu'avaient vécu ou pas les auteurs. Par exemple avec tout ce que Manon dit est vrai, et je suis bien contente de ne pas savoir ce qui est vrai et ce qui est pas vrai dans ce livre. Mais ici, je trouve ça important de savoir que quand même l'autrice a mis une part d'elle-même, même si on ne sait pas ce qui est la part d'elle-même, parce que c'est un récit extrêmement cru et extrêmement violent, et je pense qu'en le lisant comme un roman, je pense que ça donne pas le même impact qu'en sachant que c'est une autofiction. Voilà. Et ce qui est habile avec l'autofiction, c'est qu'on ne sait pas effectivement ce qui est vrai et pas vrai, et en fait on ne veut pas le savoir, mais je trouve que c'est important de noter quelque part que c'est de l'autofiction parce que c'est marqué en fait sur la maison d'édition, sur un peu partout, c'est marqué partout, et ici c'est pas marqué en fait dans la 4e de couverture, et je trouve ça vraiment dommage. Alors l'autrice, j'ai un petit peu du coup fait des recherches parce que je voulais vraiment ne pas vous dire des bêtises et pas vous dire oh, oui c'est une autobiographie. Sur Livre Addict par exemple, c'est classé en autobiographie, c'est pas une autobiographie, par contre c'est vraiment de l'autofiction comme ce que peut faire Annie Ernaux, donc se baser sur sa vie pour créer des personnages. D'ailleurs l'autrice nous dit que ce n'est pas un témoignage, c'est vraiment de l'autofiction, on parle ici vraiment de littérature, et donc c'est un art, hein. Et effectivement c'est bien écrit, c'est bien fait, c'est extrêmement violent, et je trouve ça important de savoir que oui, il y a une part de l'autrice dedans. Je trouve ça horrible bien sûr de le savoir, mais je trouve que ça impacte beaucoup plus et ça ne nous donne pas l'impression de lire un thriller et de lire un truc choquant juste pour choquer. Non, c'est vraiment pour nous apporter le message que oui, dans certaines maisons, il peut arriver des choses aussi horribles que ces choses-là, et que le viol n'est pas forcément toujours... Enfin, je vous laisse un peu découvrir le message, je peux quand même pas non plus spoiler tout ce qui se passe dans ce roman. Mais en tout cas, c'est très fort, c'est extrêmement violent. Si vous êtes un tant soit peu sensible, un tout petit peu sensible, ne le lisez pas parce que c'est vraiment très violent. De toute façon, je crois que les premières phrases nous indiquent ah ouais, on est vraiment là-dedans. Et c'est vrai que ça sonne très très juste, très vrai. Et donc, je me doute qu'il doit y avoir du vrai là-dedans, mais je trouve ça important quand même de noter que c'est de l'autofiction. Voilà. Voilà pour Chienne, et c'est un livre que j'ai lu. Je sais plus quoi dire d'autre dessus. Ensuite, j'ai décidé de lire, j'avais prévu de lire d'autres choses, et pour finir j'ai décidé de lire ce livre-ci. Vous allez comprendre pourquoi dans mon prochain point lecture. J'ai choisi de lire 3 fois des l'aube de Alessandro Baricco, parce que j'ai décidé de faire une thématique autour de mon prochain point lecture, et ce livre était parfait. Je l'ai acheté chez Momox, vous avez vu hein, dans mon book haul qui est sorti, la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne, et du coup j'ai lu 2 livres de ce book haul, je suis contente, 2 sur 13, allez c'est bien Isabelle. Donc 3 fois des l'aube vient nous parler de 2 personnages qui se rencontrent 3 fois dans des circonstances différentes. Donc 2 personnages qui se rencontrent dans un hôtel, et ils se rencontrent le soir, et ça se termine jusqu'à ce que l'aube se lève. On nous dit ici dans l'introduction: ces pages racontent une histoire vraisemblable qui toutefois ne pourrait jamais se produire dans la réalité. Elles décrivent en effet 2 personnages qui se rencontrent à 3 reprises, mais chaque rencontre est à la fois l'unique, la première et la dernière. Ils peuvent le faire car ils vivent dans un temps anormal qu'il serait vain de chercher dans l'expérience quotidienne. Un temps qui existe parfois dans les récits, et c'est là un de leurs privilèges. Et je trouve ça chouette comme introduction, ça donne vraiment envie de découvrir. Au début, on comprend pas trop parce qu'on a un homme et une femme qui se rencontrent dans un hôtel. La femme, elle est sous, elle vomit sur les chaussures de l'homme, elle demande de monter dans une chambre, bazar, et elle raconte un peu sa vie, lui raconte des petits éléments de sa vie, puis la deuxième histoire c'est autre chose, et on voit les petits liens qu'il peut y avoir entre l'une et l'autre histoire. C'est pas une lecture, c'est intéressant, le concept est vraiment intéressant, c'est vraiment original, c'est bien écrit aussi, mais c'est pas une lecture qui va me marquer. Je trouve que, en fait, que
pour me marquer, cette histoire aurait pu être plus longue en fait. Alors oui, vous allez me dire Isabelle, tu lis exprès des petits livres et là tu veux que ce soit plus long. Bah ouais, en fait je trouve que ça aurait plus d'impact en étant un petit peu plus long. Je trouve ça dommage que ce soit si court les petites histoires, j'ai envie d'en savoir plus sur les personnages. Mais bon, voilà, je pense pas que ce sera pas du tout un coup de cœur et c'est pas une lecture que je vais retenir longtemps malheureusement. Mais je suis contente d'avoir fait cette expérience parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie de découvrir ce livre. Et en fait ce livre s'inscrit, je pense que c'est un livre dont l'auteur parle dans un de ses livres qui s'appelle Mr. Gwyn. Je sais pas si on le prononce comme ça, mais bon, il a écrit un livre qui s'appelle Mr. Gwyn. Monsieur Gwyn en fait, hein, parce que en soi c'est un auteur italien, donc c'est pas Mister. Et donc c'est traduit en français en Monsieur Gwyn, et en fait dans Monsieur Gwyn il parle de ce roman Trois fois des l'aube, et donc c'est un peu une genre sa propre fanfiction quoi, enfin il a écrit ce livre dans le cadre de l'univers de Mr. Gwyn, et donc je pense que ça aura peut-être plus d'impact maintenant de découvrir Mr. Gwyn que je n'ai jamais lu, que je n'ai pas, dont j'avais jamais entendu parler d'ailleurs. Voilà. Ensuite, j'ai lu et j'ai terminé La sorcière aux champignons de Tachibana Higuchi, c'est publié chez Glénat. J'ai craqué pour ce livre uniquement et simplement pour son titre et pour ses champignons, parce que je suis une passionnée de champignons. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui le sont. Yelenska, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Entre passionnés de champignons, je pense qu'on peut très bien se comprendre. Et en effet, si vous aimez les champignons, je pense que vous allez aimer cette histoire, parce que c'est un univers où il n'y a que des champignons du début à la fin. Il y a même un moment où on nous montre le plan de la maison de notre héroïne, et le plan c'est trop mignon, chaque pièce, et les champignons sont utilisés pour l'une et l'autre chose, c'est vraiment trop chouette. Enfin, l'univers est vraiment très chouette, c'est très mignon, elle a des animaux de compagnie qui parlent, qui nous rappellent un peu Entre neige et loup, je crois que c'est ça le titre que j'ai lu récemment. Voilà, c'est très chou, l'histoire est sympa, même si je trouve l'histoire d'amour complètement gnangnan, ça c'est clair. L'histoire d'amour, mais est d'une niaiserie. Oh là franchement je suis pas fan de l'histoire d'amour, mais en tout cas l'univers autour des champignons est très mignon, et donc c'est pour ça que je lirai peut-être le tome 2 quand il sortira. Alors je sais pas si je vais m'aventurer dans 10 tomes parce que je suis pas assez intéressée par l'histoire d'amour et tout bazar qu'il y a autour, mais par contre l'univers est tellement chou que c'est le genre de truc bien réconfortant. Donc oui, je vous conseille si vous aimez bien les petites lectures toutes chou, toutes réconfortantes. Voilà. Donc ça c'est les 7 livres, donc j'ai lu 7 livres cette semaine, même si j'ai triché, hein, j'ai pas lu ça en 7 livres, j'ai pas lu ça en 7 jours, j'ai lu ça en 10 jours, parce que voilà, j'avais des choses à faire, il y a des journées où j'ai pas lu du tout, j'ai pas eu le temps. Oh il est déjà froid, à chaque fois que je vlog et je me fais du thé, c'est vraiment une très mauvaise idée parce qu'il est froid. Avant de passer à la pile à lire, je voulais quand même vous remercier. Parce que j'ai organisé un concours dimanche passé qui termine aujourd'hui à l'heure où vous voyez cette vidéo à 11 h. Donc je ne sais pas si à la fin de ce vlog, j'espère que vous aurez encore le temps de participer si vous n'avez pas pu le faire. Je vous fais gagner L'aile des vierges de Laurence Perrin, et dans la participation il y a une question que je vous pose qui n'est pas obligatoire, il n'est pas obligatoire d'y répondre, c'est qu'est-ce que vous aimeriez voir comme vidéo sur la chaîne ou revoir comme vidéo sur la chaîne. Et en fait, vous n'étiez pas obligé d'y répondre, hein, c'était pas une obligation, c'était par curiosité, j'avais envie de vous demander ça. Et en fait, vous êtes énormément, une cinquantaine quand même, c'est énormément, à avoir répondu à cette question. Déjà, merci. Et en fait, ça me réconforte un petit peu, parce que ce que vous aimez voir sur la chaîne, c'est un peu ce que j'aime faire. Donc bien sûr, je fais pas des trucs que j'aime pas, mais il y a des trucs que je préfère faire sur la chaîne. Et visiblement, je vois que on va dans le même sens. Vraiment de savoir que ce que j'aime bien faire, ce qui me plaît bien, vous plaît aussi, ça me... Enfin, en tout cas, les personnes qui ont répondu, bien sûr, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, hein, mais... merci beaucoup, parce que je me suis posé pas mal de questions ces derniers jours, ces dernières semaines. Je me disais... À quoi bon vlogger, à quoi bon faire des vidéos, ça n'apporte rien, bazar bazar. Oui, j'ai aucune confiance en moi et je me pose beaucoup de questions, et je suis du genre à me dire que je suis nulle toute la journée et que je fais de la merde. Enfin voilà, ça c'est quand on n'a aucune confiance en soi, malheureusement. Oui, il y a des jours où ça va mieux bien sûr, mais ces derniers temps, je l'avoue, je me posais des questions, j'avais envie d'arrêter même, hein, d'arrêter certaines vidéos, donc... voilà, je m'étais dit à quoi bon.
Mais en fait, vos messages m'ont fait beaucoup de bien et je pense que je vais continuer comme je fais, c'est-à-dire de faire quand j'ai envie. Et si j'ai pas envie de vlogger ou de faire des vidéos pendant 2 mois, bah je n'en fais pas. Voilà, ça n'arrive pas, mais ça peut arriver. Donc là, par exemple, je sais que j'ai pas envie de vlogger demain ni après-demain. Enfin, je vais attendre un petit moment avant d'ouvrir le nouveau vlog. Tant pis pour ce qui était organisé. Voilà, donc merci. Et maintenant, on va passer à ma petite pile à lire qui a un fort rapport avec les séries que j'ai regardées. Donc il y aura des liens, vous allez voir. Chaque mois, en fait, je fais une pile à lire du mois. J'avais fait par exemple une pile à lire de janvier et j'ai lu, je pense, 5 livres de cette longue pile à lire, ce qui est très rare hein, que je lise autant d'une pile à lire parce que vous savez, les piles à lire, moi, c'est des envies de lecture, mais ça change beaucoup, ça fluctue. Je suis vraiment une fille de l'instant, vous allez voir vite dans cette vidéo. Et ici, pour le mois de février, on est le 10 février à l'heure où je filme là. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai prévu de lire le courant du mois de février et même début mars. Comme d'habitude, ça peut changer, hein, vous savez, c'est pas des lectures obligatoires et quoi que ce soit. En tout cas, je compte bien, et ça je suis en train de le faire, hein, continuer ma lecture de La Recluse de Wildfell Hall parce que lors de ce challenge cette semaine, je suis pas beaucoup revenue dessus. J'ai lu de temps en temps, mais pas assez pour vous en parler, pour vous parler de l'évolution du livre. Donc je vous parlerai de ce livre normalement dans le prochain point lecture et j'ai hâte de le continuer même si nous arrivons à mi-février et que normalement c'est le mois Gaskell. Mais je pense qu'à mon avis je vais faire ça, mon but c'est de commencer les livres du mois pendant le mois. Donc je terminerai celui-là et je commencerai, où est-ce qu'il est, Cranford. À mon avis, la dernière semaine de février, je commencerai Cranford et peut-être que je le terminerai en février, hein, qui sait, je ne sais pas. Mais c'est des lectures que j'ai vraiment très envie de faire. Hein. Vous avez vu hein, mon enthousiasme pour le challenge du parcours victorien. Donc ça c'est une lecture en cours qui me plaît énormément. Parlons du cas Le Cri de Nicolas Beuglet. Écoutez, ce livre, je n'accroche pas, hein, en toute honnêteté. Je vais pas me forcer, je vais peut-être encore un petit peu continuer parce que je trouve que la page 50 c'est pas encore suffisant pour me dire si je peux arrêter ou pas. Je vais essayer de tenter jusqu'à la page 100. Je vais avancer, je vais pas forcément vlogger, mais si vous n'en entendez plus parler sur ma chaîne ni sur Instagram, c'est tout simplement que je l'ai abandonné parce que je n'accroche pas. Là pour le moment, je vous avoue clairement, c'est pas fou. J'ai un peu avancé et je suis pas emballée par ce que je lis. Je suis pas fan des personnages, il y a quelque chose qui me manque je trouve, et même au niveau du style, ça me plaît pas forcément. Donc si vous n'en entendez plus parler, ben c'est que je l'ai abandonné tout simplement et je n'en ressentirai aucune culpabilité. En tout cas, je vais essayer de n'en ressentir aucune culpabilité et je le donnerai à quelqu'un qui aura très envie de le lire. Et donc là, je vais mettre de côté. Si je ne parle pas de ces livres sur tous les réseaux, tous les livres que je lis sont sur Livre Addict. Donc dès que je finis un livre, n'hésitez pas, si vous voulez voir un petit peu l'avancée des lectures, etc. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais si vous avez envie de voir, voilà, si j'ai lu un livre et si je l'ai apprécié, eh bien sur Livre Addict, en fait, je recense toutes mes lectures. Donc là, je viens de terminer 2 livres, ben, je viens de les mettre sur Livre Addict, donc je recense vraiment, et j'essaie de le faire vraiment au jour, dès que je finis un livre, je le mets sur Livre Addict, quoi. Donc c'est assez précis. Alors, parlons de la suite de cette pile à lire. Je vais mettre mes lunettes parce qu'il y a mon bazar là qui est devant. J'avais prévu de lire, j'avais commencé hein, cette pile à lire avant de faire cette vidéo-ci. L'accompagnatrice de Nina Berberova, ben, je l'ai lu. Un livre, un thriller. Ça, normalement, dans le prochain vlog, je vous parle d'un thriller. Je vous dis pas encore lequel. C'est un livre que j'ai commencé il y a un moment, que je vais reprendre. Et j'ai prévu de vous en parler à ce moment-là. J'ai Cranford, évidemment. Alors, il y a Arracher les bourgeons et tirer sur les enfants que j'ai prévu de lire aussi durant le mois de février. Alors, j'avais commencé, je suis pas très loin. Je l'avais mis de côté parce que j'ai préféré lire le Alessandro Baricco, mais j'ai très envie de reprendre cette lecture. C'est un auteur japonais, je sais pas, il me semble que je vous en ai déjà parlé, qui a été prix Nobel de littérature. Ici, c'est une fable sociale qui a été écrite dans les années 50. Il n'est pas connu du tout celui-là, il a écrit d'autres livres qui sont bien plus connus. En tout cas, il me tente beaucoup et c'est pour ça que je l'ai commencé.
La sorcière aux champignons, mais c'est fait, hein, je peux enlever ça de ma pile à lire. Le livre suivant que j'aurais bien envie de lire, il s'agit de La poursuite de l'amour de Nancy Mitford. Pourquoi est-ce que tout d'un coup j'ai envie de lire ce livre, hein, parce que bon, je vous explique un petit peu. Je suis tombée complètement par hasard sur une série, sur une mini-série sur Amazon Prime qui s'appelait La poursuite de l'amour et j'ai eu un coup de cœur pour cette série. Elle fait 3 épisodes, je l'ai terminée hier soir en pleurs parce que je l'ai trouvée très touchante, vraiment. J'ai adoré cette série. Je vous parle souvent de séries qui me déçoivent, que je trouve nulles. Ah ben celle-là, je l'ai adorée. J'ai pas forcément les mêmes goûts que tout le monde, je sais bien. Les trucs qui sont très aimés, ça arrive que j'aime pas. Et franchement, La poursuite de l'amour, c'est un petit bijou, je trouve. Déjà, on a des jeux au niveau des décors, au niveau des vêtements qui sont hyper intéressants. On a beaucoup d'anachronismes au niveau des vêtements. Oui, vraiment un jeu d'anachronisme dans les vêtements, un jeu qui rend le truc hyper peps. On a des personnages tellement savoureux et ça me donne vraiment très très envie de découvrir le livre. On a un acteur, je crois que c'est Andrew Scott, vous savez celui qui joue James Moriarty, quand il apparaît. Alors là je me suis dit cette série je ne peux pas la lâcher parce que je suis hyper fan de cet acteur. C'est l'acteur qui joue Moriarty, un acteur qui joue le prêtre dans Fleabag, qui est aussi une pépite. Fleabag, si vous connaissez pas, c'est une série assez trash par contre, mais vraiment excellente série, je trouve savoureuse. Et donc cet acteur joue dedans et je trouve qu'il joue toujours dans des trucs tellement bons. Et La poursuite de l'amour, j'ai tellement aimé. L'héroïne, alors l'héroïne est jouée Linda of Love. Je vais vous montrer, je vais vous dire qui c'est. Pursuit of Love. C'est Lily James qui joue Linda, le personnage féminin. Et en fait, c'est une actrice que je n'aime pas du tout parce que je trouve qu'elle est toujours tellement maniérée et elle joue toujours. C'est peut-être aussi les personnages. C'est tellement une fille. On dirait qu'elle est. Enfin, je sais pas expliquer. Par exemple, dans Downton Abbey, je déteste son personnage. Je la trouve très cruche, très bête. Et elle joue souvent des personnages un peu bêtes. Et je trouve que dans les séries un peu plus sérieuses, elle est pas très convaincante. Et en fait, mais ce rôle de Linda lui va à merveille. C'est savoureux parce que Linda, c'est un personnage qui est amoureux de l'amour, qui tombe amoureuse toutes les secondes, qui a tout le temps des chagrins d'amour, qui fait que pleurer, qui ne pense qu'à l'amour. Et en fait, ça lui va mais tellement bien à cette actrice. Elle le joue extrêmement bien, je trouve, ce rôle. Ça lui va super bien et du coup, j'ai adoré cette adaptation. Ça aurait pu, hein, quand j'ai découvert qu'elle jouait dedans, je me suis dit, oh, peut-être que je vais pas aimer. Et enfin, franchement, c'est très savoureux et les musiques aussi sont vraiment chouettes. Il y a beaucoup de peps dans l'histoire, un humour un peu caustique. C'est très drôle et les personnages se foutent de la gueule de Linda parce qu'elle tombe tout le temps amoureuse et nous aussi, et c'est tellement drôle. Et donc j'ai très envie de découvrir le livre de base même s'il n'est pas très long. Je vous avais dit que j'avais commencé Nancy Mitford Christmas Pudding et j'ai pas forcément accroché, en tout cas cette année. Je l'ai commencé aussi un peu tard, aux environs de Noël. Le début j'aimais bien et puis j'ai un peu continué, j'ai un peu décroché, je pense, je sais même plus pour quelle raison. Et du coup je pense que je le réessayerai l'année prochaine aux environs de Noël, donc bis repetita. Mais ouais, je vais retenter avec La poursuite de l'amour, peut-être que si je le lis, en tout cas si je lis un Nancy Mitford, c'est celui-là. Ensuite, lecture de février. Autre lecture que j'ai prévu de faire, que j'ai envie de faire, c'est... Mon compagnon s'est refait toutes les saisons de Game of Thrones, puisqu'on a acheté les DVD, parce qu'on a des DVD nous. Et j'ai regardé avec lui la dernière saison. En fait, cette dernière saison est très mauvaise, hein, je pense que tout le monde est d'accord pour le dire. Vraiment, pour avoir vu les autres saisons, même plusieurs fois, la différence est quand même assez flagrante. On a des moments très très mous où où certains personnages se retrouvent et boivent des verres ensemble et rigolent ensemble, un truc vraiment très gnangnan. T'as des scènes vraiment vraiment très nulles. Il y a des trucs chouettes aussi hein, dans cette dernière saison, mais je trouve que globalement ça ne va pas. Il y a surtout, je pense que tout le monde est unanime pour dire que cette 8e saison ne devrait pas être. Et surtout... mais les scènes de bataille, quoi, ça ne va pas. Alors bien sûr, on n'a pas le même budget que dans Le Seigneur des Anneaux, où les scènes de bataille sont extraordinaires, mais ici, le problème, c'est qu'on ne voit rien du tout. Même en mettant la luminosité plus fort, en éteignant toutes les lumières, en faisant
vraiment le plus noir possible, tu ne vois rien, tu ne comprends rien, tu ne sais même pas qui est mort, enfin ça oui, ça va, on te dit plus ou moins, mais franchement toutes les scènes de bataille sont ratées, on ne voit rien. Alors oui, comme je disais, il n'y a pas le même budget que dans Le Seigneur des Anneaux, mais par exemple, dans certaines séries, par exemple La Roue du Temps qui est pas extraordinaire, mais ceci dit, les scènes de bataille, on comprend ce qui se passe parce qu'ils font tout le temps leur jeu de ralenti. Alors oui, dans La Roue du Temps, il y a tout le temps un jeu de ralenti qui est chiant et qui est répétitif, mais au moins tu comprends ce qui se passe. Et donc pourquoi n'ont-ils pas fait des ralentis plutôt que enfin, il fait noir, on ne voit rien, ça va vite, c'est flou, c'est... J'ai pas compris les scènes de bataille sont vraiment ratées pour moi. Ouais, franchement, cette dernière saison, tout le monde est d'accord pour le dire. Hein. Mais du coup, cette replongée dans l'univers de Game of Thrones m'a donné envie de relire le premier tome. C'est tellement passionnant, enfin, c'est tellement bon cette série, à part la 8e saison, c'est vraiment bon. Que ce soit tout l'univers, les personnages sont tellement passionnants. Alors oui, moi j'ai toujours regretté qu'il y avait toujours des scènes gratuites, hein, surtout dans les premières saisons, je trouve qu'il y avait des scènes de violence et de sexe et d'une nudité gratuite. Je n'ai rien contre la violence dans les films, dans les séries, ni la nudité, la sexualité, mais quand c'est gratuit, je trouve c'est gratuit, voilà. Là, il y a beaucoup de choses que je trouve un peu gratuites, parce que à part ça, à part ces scènes gratuites, tout est parfait. Cette série est vraiment parfaite, même s'il y a 2 saisons que je n'ai pas vues, du coup, peut-être qu'elles sont moins bien, mais franchement, c'est vraiment très, très, très bien. Et donc, forcément, j'ai envie de me replonger dans Le Trône de Fer, ce premier tome, j'ai envie de me replonger dedans. Je ne sais pas si je le ferai ce mois-ci, parce que là, j'ai plein d'ambitions, d'envie de lecture. Le thriller que j'ai prévu de lire ici est énorme, donc voilà. J'ai aussi envie d'avancer dans ma lecture de Misty's March de Virginia Faito. Et j'ai à chaque fois un choc. Là, il y a bien un cafard sur sa jambe. Je crois toujours que c'est un vrai et non. Donc voilà, sachez que ce n'est pas chez vous, hein, c'est dans le livre. C'est un livre que j'ai acheté. J'ai fait une sortie filigrane il y a quelques semaines. Et j'ai craqué sur ce livre où j'ai pris la couverture, où j'ai pris le livre. Et puis j'ai regardé la 4e et je trouve la 4e vraiment chouette. Et je l'ai même commencé en fait dès que je l'ai acheté. Celui-là, j'ai très envie de le reprendre. Qu'est-ce qui m'a appelé dans ce livre, c'est qu'on va suivre Mrs. March qui vit dans un appartement huppé de New York avec son mari. Et son mari est un auteur hyper connu. Et là, il vient de sortir un livre. Et elle n'a pas lu ce livre. Et ce livre a visiblement pas mal de succès. Et les gens dans la rue, dans le petit village, enfin à New York, hein, Isabelle, c'est pas un petit village. Les gens dans son quartier la dévisagent un peu. Et il y a une boulangère qui lui dit, mais est-ce que ça vous dérange pas qu'ils se sont inspirés de vous pour ce personnage? Et elle fait, mais c'est pas censé être un personnage épouvantable parce qu'elle a pas lu le livre. Et donc visiblement le résumé c'est que elle se rend compte que George, son mari, se serait inspiré, l'aurait utilisé comme modèle, un modèle peu reluisant. Et voilà, du coup elle va se mettre à enquêter sur son mari parce que c'est quand même un peu dégueulasse de faire ça, surtout sans lui dire, et du coup elle va enquêter sur son mari, elle va découvrir des choses, et j'en sais pas plus, mais j'adore cette introduction, et j'ai commencé, et franchement j'adore le début de ce livre. Comme j'étais dans un challenge lire plusieurs livres en plusieurs jours, je l'avais laissé un peu de côté, mais là maintenant que j'ai fini le challenge, je pense que je vais le recommencer, j'ai trop hâte. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Ah oui, j'ai très envie, je vous avais dit au début du vlog que j'avais lu Nina Berberova. J'ai envie de continuer à découvrir cette autrice avec De Cap et de Larmes. C'est un livre que j'avais envie de découvrir et je me suis rendu compte que je l'avais, c'est trop bien. Et le dernier auteur que j'ai envie de découvrir ce mois-ci, c'est François Mauriac. Ça fait longtemps que je dois lire Thérèse d'Esquerou, ça fait même des années que c'est un running gag. À chaque fois il est dans mes piles à lire de petits livres, je le lis jamais. Mais là, je commence vraiment à avoir envie. C'est l'histoire d'une femme qui visiblement va empoisonner son mari. Et j'hésite entre celui-là ou Le Désert de l'amour. Il paraît que c'est vraiment bien. Donc peut-être un des deux, je ne sais pas encore. Donc ça pourrait être aussi une chouette lecture. Et j'ai aussi un livre VO que j'avais commencé, mais le mois d'avril, non, en février, Isabelle. Le mois de février ne compte quand même que 28 jours. Nous sommes déjà le 10, donc j'aurai pas le temps de lire tout ça. Et j'aurai certainement d'autres envies qui vont arriver. On va doucement et... oui, bien clôturer ce vlog. Dernière petite série que j'ai découverte quand même, on a commencé Fondation, l'adaptation du livre de Isaac Asimov, et franchement on accroche bien. Donc voilà, je crache pas que sur les séries, hein. Franchement le Fondation j'aime beaucoup, c'est sur Apple TV
Et c'est vraiment, vraiment chouette. J'ai juste pris un abonnement les 7 jours gratuits pour tester cette série-là. Mais franchement, j'accroche bien, je trouve vraiment intéressant cet univers, surtout en sachant que le livre a été écrit dans les années 40, donc c'est-à-dire bien avant Dune qui a été écrit je pense dans les années 60, et bien avant Star Wars qui a été écrit dans les années 70, il me semble. Et du coup de savoir que Fondation d'Isaac Asimov, que tu découvres sous forme de série un peu moderne et tout, en fait toutes ces idées-là datent de bien avant tous les autres trucs qui sont quand même super connus. Et franchement, c'est hyper intéressant. J'aime beaucoup l'univers. Alors, il y a beaucoup d'informations, mais franchement, j'aime bien. Mon compagnon, il accroche petit à petit. Je pense qu'il compare un petit peu avec The Expanse, qu'il adore. Sauf que The Expanse, c'est quand même une histoire assez récente, qui vient, il me semble, aussi d'un livre. Mais Asimov, c'est un peu la base de tout, quoi. Donc, ouais, franchement, j'aime bien. Moi qui aime bien la science-fiction à petite dose. Ici, je pense que je vais bien accrocher. En plus, il y a des bons acteurs. Voilà, je pense que je vais arrêter de parler parce que là, ce vlog, il va faire 3 plombes. Hein, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!